Feldman Michel. Michel, c'est pas complètement mon prénom vrai, parce que je m'appelle en France Michel, mais mon prénom réel en Pologne était Mendel. Je suis né le 24 août 1924. Honorable vieillard, hein, vous voyez là. Et dans ma ville qui m'était très chère, une ville qui est moche, qui est affreuse, c'est la deuxième ville de Pologne. Elle s'appelle Łódź en polonais, ou Lodz, L-O-Z-Z. Déjà, mon père, il est né dans cette ville. C'est une ville qui a une histoire très jeune, hein, qui s'est construite de manière très brutale, un peu. 150 ans avant la guerre, cette ville, c'était un petit village, un bourg de 2000 âmes. Et quand la guerre a éclaté en 1939, il y avait pratiquement 700 000 habitants. Donc, il y avait cette ville, Wajda parle beaucoup. Il y avait 3 nationalités. Il y avait les Juifs, les Polonais chrétiens et les Allemands de colons, qu'on appelait, qui sont arrivés au milieu de 1850 à peu près. Ils sont arrivés même un peu avant. Ils ont amené des machines modernes pour construire le textile, très moderne. C'était la deuxième ville en Europe, après Manchester, dans l'importance du textile. Donc, ça s'est développé d'une manière un peu chaotique. La construction, il fallait vite faire des maisons d'une manière... Mais malgré sa mocheté, j'aimais bien ma ville. Il n'y a pas beaucoup de Juifs de Pologne qui disent ça. Mais enfin, moi, je l'ai dit parce que parce que la ville par elle-même, effectivement, n'est pas très belle, ma femme, mais elle avait un charme, disons, de quelqu'un qui est laid, mais expressif. Alors, j'aimais bien cette ville-là, et surtout, c'est que mes parents m'ont donné, grâce à mes parents d'ailleurs, hein, une éducation spécifique, qui n'était pas pour tout le monde, pas pour tous les enfants juifs. Les enfants juifs de Pologne, quand la Pologne devient indépendante en 1918, ils avaient des écoles publiques pour les Juifs, les mêmes que pour les Polonais, mais sauf le samedi, les enfants, ils avaient le droit de ne pas y aller. On appelait ça Shabesufka. Comme moi, l'âge normal était 7 ans pour y aller à l'école, pas 6 ans, mais 7 ans. Et j'avais un frère qui était plus âgé que moi, d'1 an à peine, 11 mois. J'ai tellement pleuré quand j'avais 6 ans, il avait 7 ans, qu'on m'a mis à l'école ensemble. C'était une école très moderne, yiddishophone, avec une... Il y avait tout de même le parti politique qui avait un poids sur ces écoles-là. C'était le Bund. Notre école, elle s'appelait l'école Medem, qui était un des leaders du Bund de Pologne, qui était déjà était mort d'ailleurs à l'époque. Et puis, il y avait aussi quelques écoles de politiciens de gauche. Ils s'appelaient Borochov. C'est la yiddishophone. Elle était hébraïsante et yiddishophone en même temps. Quelle était la qualité de cette école-là? Pourquoi? C'était une école où il y avait une sorte de... Les enfants géraient eux-mêmes pratiquement tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Les enseignants, un vrai sacerdoce, parce qu'ils pouvaient enseigner à l'école polonaise et avoir un salaire normal comme n'importe quel fonctionnaire à la fin du mois. Nous, c'était une école payante. Et qui était dans ces écoles-là? La plupart, 90% des enfants d'ouvriers modestes, qui fallait chaque mois payer. Je ne me souviens pas la somme. Payer une certaine somme. Et souvent, les maîtres, ils ne touchaient pas. Ni 1 mois, ni 2 mois. Mais il était rare. Je ne me souviens pas le cas qu'on a renvoyé des enfants parce qu'ils ne payaient pas. On envoyait des lettres aux parents, on demandait gentiment, soyez gentils. Mais je me demande par quel miracle on a pu résister tant d'années. Toute ma scolarité était comme ça. Le niveau pédagogique, la culture était extraordinaire. Les matières étaient en yiddish et puis en polonais, évidemment. C'était obligatoire, c'est normal, on était en Pologne. La langue yiddish,
littérature yiddish, histoire-géographie en yiddish, les maths et toutes les autres matières qu'il y avait encore plus tard dans les années, c'était en polonais. Nous faisions du théâtre, on avait une coopérative à l'intérieur. Il y avait à chaque fois un responsable de la classe ou deux pour l'ordre, pour que les enfants rentrent à l'école. On n'avait pas un local spécifique pour l'école. Une école, comme il y a dans le 11e, dans le 13e, dans n'importe quel arrondissement de Paris. Et quand les écoles polonaises, ils avaient, mais c'était des locations dans le cours. On avait 2-3 étages, je me souviens. Où souvent, on n'arrivait pas à payer le loyer. Je connais très bien le pourquoi et le comment des choses, mais il m'arrivait, je me souviens, à moins 20 degrés, ça arrivait souvent d'avoir moins de 20 degrés, on avait le droit encore d'y aller à l'école. Au-delà de 20, on peut rester à la maison. Je me souviens, une fois, c'était l'hiver 36. J'avais à peine 12 ans. Et je suis arrivé à l'école. Il a dû faire moins 15, moins 17. Et le banc de l'école était dans la cour, dans la neige. La nuit, le propriétaire a viré tout le monde. Et je me souviens que c'est très bizarre, parce que nous étions une école socialiste. Il y a une école religieuse qui nous a acceptés pour l'après-midi. Et ils avaient les cours le matin, et nous, c'était l'après-midi. Moi, j'ai une enfance très heureuse. Et votre père faisait quel métier? Mon père était tailleur. Tailleur, il avait un grand atelier. Tout est grand. Quand dans les yeux d'un enfant, tout est grand. Il y avait beaucoup de machines, beaucoup de gens qui travaillaient. Mais surtout, mon père était très politique. C'était un homme engagé, pas dans le Bund. Il y avait un parti qui s'appelait Parti Folkiste, du grand historien Dublow, qui était le créateur de ce parti-là. C'était un parti non marxiste. Le Bund était marxiste et ils n'étaient pas marxistes. C'était surtout pour la culture et pour l'égalité des droits pour les Juifs dans le pays où on vit. Ce n'était pas du tout pour émigrer, mais pour vivre dans le pays. Il était président du syndicat des ouvriers, enfin pas des ouvriers, des jeunes patrons, c'était des façonniers, quoi. Il était président de cette fédération, et puis il était aussi candidat à la députation. Très loin sur la liste, il n'y avait même pas élu, même celui qui était le premier, mais c'était un homme très engagé. Et au point de vue religieux, vous avez... Pas du tout. Pas du tout. Alors, imaginez-vous que moi, enfant, j'avais les grands-parents qui habitaient juste en face de chez nous. J'habitais à 24, dans une rue qui s'appelait rue Judowska, c'est-à-dire rue des Juifs. C'était une petite rue de pas beaucoup de numéros, il y avait 34 numéros en tout. Et mes grands-parents paternels habitaient à 25. J'étais vraiment pratiquement en face. Aisés, beaucoup plus aisés que nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les fêtes? Dans les fêtes de la cour. Dans la cour chez moi, il y avait 1000 âmes de ma cour. 1000 âmes, 101 locataires. Nous, on les appelait la famille Feldman, la famille sans enfants. Pourquoi on était 4 enfants? Parce qu'il y avait entre 6 et 10 enfants par famille. Mes grands-parents, mon père était très respecté de ses parents. Donc, pas de grandes fêtes, disons Kippour, Yom Kippour, les grandes fêtes. Il allait pour 1 heure à la synagogue pour le respect pour son grand-père. Et moi, c'est très bizarre. Allant à l'école socialiste, presque révolutionnaire, j'étais attiré, pas par la religion, parce que dans chaque cours, il y avait un petit oratoire, dans chaque cours, où il y avait des jeunes gens de 15, 16, 18, 19 ans, qui est en train de faire des études déjà supérieures. Ce n'était pas la Cheder, les petites écoles, mais j'étais attiré pour entrer chez eux. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, j'aimais bien tous ces sfourés, les livres qu'ils avaient, plein de livres, l'odeur des cigarettes qu'ils fumaient, et même leur odeur de transpiration m'attirait. C'est très bizarre. J'étais là, et je me sens comme mon père passait au mon frère, il me dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais là avec eux? Je n'étais pas extrémiste.
je sentais que nous sommes une partie d'un peuple qui est très ancien, très vieux. Ça ne commence pas avec nous. Je ne sais pas parce qu'il faut que je devienne religieux, mais il faut que j'apprenne un peu l'histoire d'avant aussi. Donc, malheureusement, la guerre a éclaté le 1er septembre 1939. Et dès le 1er septembre 1939, tout de suite, les Allemands sont rentrés chez nous très rapidement. Le 7 septembre, il y avait les Allemands déjà dans la ville. Pour vous, c'était la fin de votre enfance. C'est la fin de mon enfance. C'est la fin de mon enfance. Et c'est très bizarre parce que immédiatement, beaucoup, je ne dirais pas tout le monde, ceux qui étaient les Allemands qui vivaient dans le pays depuis 150 ans, qui étaient là depuis génération de génération qui étaient dans le pays, on les avait immédiatement avec les brassards de la croix gammée. On les appelait les Volksdeutsche. Et jusqu'à présent, avec vos voisins, avec le reste de la population, comment ça se passait correctement? Avec la population polonaise, non juive. Polonaise, oui. Et on n'avait pas beaucoup de contacts, je veux dire la vérité, pas tellement. J'habitais d'abord dans un quartier qui était après intégré dans le ghetto. Ça s'appelait le quartier de Baluti. C'est un quartier assez modeste. Et donc, dans ma cour où j'habitais, il y avait 3 locataires polonais, chrétiens. Une veuve avec 2 enfants, le concierge qui était là avec 2 fils qui étaient des officiers de l'armée polonaise, et puis un autre couple qui était là avec un enfant. Je peux vous dire que tous ces locataires polonais parlaient yiddish. Mais parfaitement. Pas un peu comme ça, pas comme mes enfants qui comprennent, mais qui ne savent pas dire un mot, mais ils parlent pas très très bien. Nos relations étaient excellentes. Mais je ne connaissais pas le monde à l'extérieur. Il nous arrivait, parce que Lodz, le symbole de Lodz, c'est la Lutka, c'est-à-dire un petit bateau. Et il n'y avait pas de rivière. Il y avait une rivière souterraine qui était polluée par les déchets des usines de textiles qui ont rejeté toutes les eaux sales. Donc il n'y avait pas où se baigner. Quand il faisait très chaud, il fait très chaud en Pologne, c'est un climat vraiment où l'été il fait très très chaud. Il y avait un coin dans la ville, en dehors de nos quartiers juifs spécifiques, s'appelait Hellenuvek, où il y avait un point d'eau. Les enfants allaient là-bas pour se rafraîchir, pour prendre un peu d'eau. On n'allait pas tout seul, parce qu'il fallait se bagarrer. À chaque fois. Bagarrer, pas jusqu'au sang, mais bagarrer avec des insultes. Et après, quand ça s'est calmé, on a pu jouer ensemble, jouer au foot. Avec des moyens un peu rudimentaires, mais enfin, on a pu jouer. Donc, il n'y avait pas un grand amour. Mais malgré tout, je ne peux pas dire, parce que je partais, moi, très souvent en colonie avec l'organisation. On partait dans le coin de Pologne, différents coins de Pologne. On était à Vilno, on était à Zakopane, on était même, avant, juste en 1939, on est parti pas loin, c'était une Pilica, une rivière. On était où les maires, de l'appelait Soltis en polonais, qui étaient, c'est un polonais évidemment, c'est des paysans. On avait un très bon accueil. Je ne vais pas idéaliser maintenant le polonais. Ma femme, elle ne supporte pas quand je parle comme ça, parce qu'elle dit, voilà, tu défends le polonais. Mais le polonais est antisémite. Travaillait pour l'Église de manière extraordinaire. Hein. On n'arrive pas. Et puis en plus, le pouvoir. Après la mort du maréchal Pilsudski, c'est un autre maréchal, il était général devenu maréchal, Schmigleris, il était chef d'un parti antisémite. Quand Pilsudski était au pouvoir, c'était un peu caché. Il y avait des frictions, il y avait quelques petits programmes même, mais quand il était arrivé au pouvoir, Schmigleris, c'était plus officiel, c'était vraiment un gouvernement de droite, extrême droite même. Il est vrai qu'il y avait une masse énorme de juifs en Pologne. C'est une population qui égalait pratiquement 10 à 11% de la population. Il y avait 3,5 millions, 3,4 millions, je ne sais pas exactement les chiffres. Donc c'est une masse qui était très importante, qui avait une culture extraordinaire. Extraordinaire. Dans ces villes-là,
dans 100 ans d'histoire juive moderne, pas seulement de ma ville, le modernisme juif a apporté pour la Pologne et pour le judaïsme des richesses dans tous les domaines, artistiques, du théâtre, du cinéma, de Rubinstein qui est génère de ma ville, et de grands fabricants, de grands artistes, de grands poètes, de très grands poètes, de grands écrivains, en yiddish puis en polonais. Donc il y avait un apport extraordinaire qui s'est fait quand même sur les dernières années. Donc ce mélange existait. Il était souvent rejeté par les autres, mais il existait. Mais avant l'arrivée des Allemands, il y a eu des mesures antisémites prises. Ah oui, tout de suite. Et avant l'arrivée, d'abord, vous savez, nous, en Centre, quand les Allemands, ils ont agressé, ils ont pris la Tchécoslovaquie, d'abord partiellement, et après ils ont pris la Moravie, la Bohémie, et après tout, soi-disant sur l'appel désespéré des Allemands de Sudète, on sentait il y a un mouvement en Pologne antisémite très virulent, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient là, et puis en dehors des Allemands, des Polonais, l'Église qui parlait pour vous, regardez, on va peut-être avoir la guerre sera avec qui? C'est les bolcheviks d'un côté, de l'autre côté c'est les capitalistes. Vous savez, c'est le langage très commun de tout l'antisémite, c'était comme ça. Mais il y avait pas il y avait des mesures de discrimination particulières. Oui. Il y avait même une loi qui était votée en 38, en 37. Une loi qui était votée au Parlement polonais, ça c'est extraordinaire, une loi comme ça, atteinte à la dignité du peuple polonais. Ça veut dire quoi? Quand vous passez à côté de quelqu'un, un Polonais, vous ne disez rien, il ne dit rien, quel que soit le quartier de la ville, vous allez qu'elle soit à Varsovie, à Lodz, à Białystok, n'importe quelle ville, il peut vous attraper, et amener un policier et dire voilà, il m'a agressé en disant des choses contre la Pologne. Pardon, excusez-moi. Donc, immédiatement, on vous a arrêté. Et les gens étaient condamnés. 3 ans de prison, 2 ans de prison, 3 mois de prison. Il y avait des manifestations, il y avait des protestations, effectivement. Mais une loi qui était votée pour ça. L'honneur du peuple polonais, comme si on n'était pas polonais. Et quand la guerre a éclaté, immédiatement, je me souviens, on ne trouvait rien. On ne trouvait rien, ni à manger, ni rien. Il y avait quelques boulangeries qui étaient ouvertes dans différents quartiers. Et les soldats allemands se promenaient pour faire l'ordre. Il ne disait rien. On était là avec tout le monde, avec les Polonais, pour attendre un morceau de pain qu'on nous donnera ou ne nous donnera pas. Excusez-moi, il faut que je prenne quelque chose à boire. Hein. Arrêtez quelques secondes. Vous pouvez y aller. Vous voyez? Immédiatement, les jeunes garçons polonais autour de nous, je ne sais pas, ils ont appris tout de suite un mot, Juden, juif, qui montrait aux Allemands. Pas tout le temps, mais les Allemands, ils ont enlevé, bon, sors de là. T'es occupé, tu vas souffrir comme nous. La seule chose qui t'a dans la tête, c'est pour nous embêter, pour montrer qu'il y en a des juifs aux autres, à ceux qui sont des occupants. C'était comme ça. Et nous, à Lodz, je pense dans les autres villes aussi, mais spécialement à Lodz, parce que je suis là-bas, je ne peux pas parler pour les autres villes. Je connais bien historiquement, mais je ne vais pas faire ça, ce n'est pas le moment. Dès septembre, il fallait aller travailler. Les Allemands nous attrapaient. Comme ils savaient nous attraper, dès fin septembre, on avait des brassards. Pas d'étoiles jaunes, ça c'était plus tard. On avait un brassard bleu et blanc, c'est le bras gauche. À partir de 13 ans, il fallait le porter. Et vous étiez à l'école à ce moment-là? Non, c'était fini l'école. Donc, je me promenais, et puis vous savez, ça arrive à tout le monde, à des jeunes, de toutes les villes du monde. J'avais une copine, j'étais amoureux, je pensais très amoureux. Elle habitait un quartier un peu polonais là-bas, un beau quartier. J'étais pas riche, pas du tout. J'avais une petite boutique, ma femme de parents, mais c'était une fille vraiment formidable. Donc j'allais la voir.
J'essaie d'aller le voir. D'abord, immédiatement, on n'avait pas le droit, par exemple, à partir de 19h du soir, on n'avait pas le droit de sortir. On a supprimé toutes les usines, tout le travail, il n'y avait pas de travail. Tous les comptes en banque fermés. Même dans les jardins publics, dès septembre, on n'avait pas le droit d'y aller. Je suis allé souvent voir cette fille-là, et je dépassais sur Moller. Et là, les Allemands nous attrapaient. Et je me souviens, j'ai travaillé déjà tout de suite. Porter les charbons dans leur caserne, nettoyer la merde, excusez-moi. C'était vraiment tout de suite, tout de suite. Et il venait d'arriver immédiatement des lois anti-juives qui existaient immédiatement. Et après, très vite, à Lodz, c'était un phénomène spécial. Quand les Allemands sont rentrés, ils avaient les adresses de tous les partis politiques, où se trouvait le local de la communauté. Ils sont allés, les officiers, ils sont allés là-bas, dans le local de la communauté. Les grands leaders sont partis vers Varsovie, parce que Varsovie combattait encore. Il y avait cette Varsovie, ça aurait pris un mois le combat. Ils sont partis vers l'Est, vers Varsovie, et certains vers l'Est. Mais il y avait des autres gens, relativement importants, qui sont restés quand même. Donc les Allemands sont rentrés, les officiers sont rentrés dans la communauté. Il y avait 3 personnes qui étaient là. Un homme qui avait les cheveux blancs, belle tête qu'il avait. Il ne comprenait pas très bien l'allemand. Ils sont rentrés, ils demandaient Wer ist der Älteste der Juden? C'est-à-dire qui est le chef des Juifs. Lui, il a expliqué qui est le plus vieux des Juifs. Il a dit, le plus vieux, c'est moi, j'ai les cheveux blancs. Bon, tu seras responsable pour tous les Juifs. Il faut organiser le travail, il faut organiser le truc, faire des bureaux pour nous envoyer les gens à partir de 15 ans jusqu'à 55 ans, envoyer les gens à l'extérieur travailler pour les Allemands. Il a accepté. Et c'est devenu plus tard le fameux roi Rumkowski, le Goethe de Lodz. Et vous avez fait quel travail? Vous savez, le travail était très important. Nous avons produit énormément de choses dans le ghetto, énormément de choses. Dans le ghetto, nous avons produit des millions d'uniformes pour l'armée allemande, des chaussures, des jouets pour enfants. En bois, il y avait une usine importante. Des trucs en cuir, des trucs en métal, je ne sais pas, il y avait tout, vous savez. Il fallait que tout le monde travaille. Si on ne travaillait pas, il y avait une ration qu'on touchait par mois. Ça s'appelait la ration de 9 marks. Il fallait gagner les 9 marks. C'était une somme ridicule. Et le manger, d'ailleurs, la ration était ridicule aussi. On ne sait pas comment on a pu tenir. Donc, il fallait que tout le monde travaille. Les enfants, à partir de 12 ans, il fallait qu'ils travaillent tout de suite. Et après, 1 an plus tard, à partir de 10 ans, travailler. Autrement, ils n'avaient pas le droit d'avoir la carte. Pas la carte, c'est la mort, tout de suite. Il y avait une production dans la ville de Lodz où les chefs allemands qui s'occupaient de ça, il s'appelait Biboff, Hans Biboff. C'est un homme assez jeune, qui a fait travailler la ville, et lui, il a gagné des milliards. Mais c'est pas beaucoup d'argent. Et surtout, quand la guerre éclatait contre l'Union soviétique en 1941, il était sûr qu'il restait là, qu'il ne va pas sur le front de l'Est. Alors, il a tout fait pour que les ghettos restent. On déportait 10 000, 5 000, 3 000, 2 000, mais si vous voulez, qu'un noyau important reste pour travailler, que lui, il puisse rester et gagner beaucoup d'argent. En même temps, Rumkowski, les jugements plus tard sont beaucoup plus nuancés, vous savez, sur l'homme. Si je trouve Rumkowski en 1945 à ma libération de Caen, je ne suis pas un assassin, j'aurais peut-être laissé faire quelqu'un qui voulait l'assassiner. Mais on commence plus tard avec le temps. C'est un personnage qui était peut-être pas tellement noir. En tous les cas, il n'était pas blanc non plus. Hein. Il était bien gris, hein, gris foncé. Mais dans sa tête à lui, il espérait quand même
C'est la seule chose qu'on peut lui dire de positif de lui, qu'il va, par le travail, sauvegarder une grande partie des Juifs de Lodz. Il est vrai que nous étions, quand la guerre a commencé, en avril 40, on a fermé déjà les ghettos totalement, il y en avait 165 000 personnes dans le ghetto, dans des conditions terribles. Des gens déjà ne vivaient pas très richement avant, il fallait qu'ils rentrent, tous ceux qui venaient de l'autre côté, pour rentrer dans le ghetto. Donc il y avait entre 2-3 familles dans un petit appartement, ils étaient obligés. Mais c'est ça allégé, hein, avec les déportations, ça allégé rapidement. Hein. Alors il a dit tout le temps, j'ai fait tout, il faut travailler. Juif, travailler. Comme ça qu'il s'adressait aux gens, avec des affiches en allemand, en yiddish et puis en polonais. Le travail va vous sauver. Vous allez survivre grâce au travail. Et quand vous regardez de manière historique, je n'avais pas parlé des années du ghetto qui étaient tout à fait spécifiques, il y a beaucoup à dire parce que là j'étais très actif dans les ghettos. À la fin du ghetto, donc le dernier ghetto qui est resté en Pologne, c'était de la ville de Lodz, la liquidation a duré un mois, tout le mois d'août 1944. Moi, j'ai déporté de 23 avec mes parents, avec ma sœur, avec des oncles, des tantes, des cousins. On était une très grande famille. On était pris justement par Bibov. Elle nous a amenés. Vous faisiez quoi dans le ghetto, vous? Moi, écoutez, moi, parce que j'étais militant, j'ai travaillé d'abord. Je travaillais dans un atelier et j'ai fait la coupe. J'ai essayé, mais très vite. Je suis devenu un instructeur de machines à faire de boutonnières. C'est un métier qui n'existait pas, mais enfin bon, c'est un métier qu'on a créé. Là. Mais effectivement, ça m'a donné une liberté très grande dans le sens que j'avais une carte spéciale que je ne pouvais pas sortir du ghetto. Mais aller dans la journée, on n'avait pas le droit d'être dans la journée dans le ghetto parce qu'il fallait travailler. Je pouvais aller dans la journée, j'étais libre. Parce que normalement, il fallait que j'aille d'une usine à l'autre pour réparer les machines. C'était, si vous voulez, mon travail. Je travaillais depuis quelques années là-dessus. En même temps, ça me donnait une liberté extraordinaire. J'étais actif dans le sens politique. Nous avons eu une école clandestine, bibliothèque, théâtre, et surtout, l'important, je travaillais avec, on était un petit groupe, on avait une radio clandestine pour écouter Londres en polonais, pour avoir de nouvelles de ce qui se passait dans le monde. Et ça, on faisait ça, puis des petits papiers qui passaient à tout le monde. Donc c'était un travail très important. C'était pas Varsovie, on n'a pas fait une insurrection, mais c'était un combat permanent. Et puis je crois que la résistance juive dans certains ghettos, les ghettos de Lodz que je connais bien, était très important. C'est le plan de garder le visage d'homme, de ne pas se perdre totalement. La faim, les maladies, le typhus étaient tellement importants, il y avait tellement de morts. La déportation. Dès fin 41, on ne parle pas beaucoup de ça. Dès fin 41, il y avait les grandes déportations des ghettos de Lodz vers un village qui s'appelle Chełmno. C'est un camp de la mort totale. J'étais il y a quelques semaines, quelques mois là-bas en Pologne. C'est la première fois que je suis retourné à Chełmno. Il n'y a même pas de baraque. Les gens sont arrivés avec les trains. De Lodz et les autres villes aussi. Le train est arrivé sur une... Il descendait un peu sur quelques degrés, si vous voulez, comme ça. Et en bas, il y avait des camions qui attendaient. Tous les gens qui sont arrivés, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des malades. On les a mis immédiatement dans les camions. Asphyxiés, ils sont morts un quart d'heure, 20 minutes après, dans une souffrance extraordinaire. Et dès janvier-février 1942, ils ont fait des chambres à gaz déjà là-bas à Chełmno aussi. Il y a 350 000 juifs qui sont morts là-bas, dans le camp de Chełmno. Et ces premiers déportés, ils étaient choisis comment? C'était comme ça. Il y avait... Vous savez, les gens sont parfois allés tout seuls. La faim, elle est tellement importante
et les promesses. Vous allez travailler vers l'Est. On vous donne un pain, un grand pain de 10 kilos par tête. On vous donne un peu de marmelade. On vous donne un peu de saucisson, je ne sais pas lesquels, pas terrible. Les gens ne pouvaient plus. Les enfants mouraient de faim dans la maison. C'était pas chauffé. De froid et de faim. On va partir, on va travailler, on va toucher le pain. Et en plus, quand il n'y avait pas, parce qu'ils ont décidé, par exemple, qu'il faut déporter 30 000, quand il manquait 10 000, ils ont fait des blocages des quartiers, on a arrêté des gens, n'importe lesquels, même ceux qui avaient des papiers pour travailler, hein, ça marchait comme ça. Et nous sommes, vous savez, dans le ghetto de Lodz, il y avait une sorte de renouveau à chaque fois. Des gens des villages autour, quand leur ghetto était liquidé en 42 ou 43, on les a amenés dans le ghetto de Lodz. Et pour beaucoup de Juifs d'Allemagne, d'Autriche, Tchécoslovaquie et de Luxembourg sont arrivés aussi dans le ghetto de Lodz. Car à un moment donné, les ghettos se trouvaient avec 200 000 habitants dans ces quartiers pourris où il n'y avait pas où loger. Donc, les Juifs d'Allemagne, beaucoup de Tchécoslovaquie, sont partis directement à Chelm, dans ce camp de la mort. Et la fin du ghetto de Lodz, c'est quand exactement? Ça se passe quand? La fin, c'est en août 1944. En août 1944, mais il y avait une grande période où il y avait couvre-feu, Sperre, ils appellent ça en allemand, en 1942. Le 1er septembre 1942. Et ça, je ne peux pas pardonner encore maintenant dans ma subconscience que je parle de Romkowski. Il a fait des affiches. Et il a dit aux femmes juives, amenez vos enfants de moins de 10 ans sur une place. Où il donnait des... Venez, je vais vous expliquer pourquoi. Le parti m'a délégué d'y aller écouter qu'est-ce qu'il va dire. Quand je suis parti là-bas, il y avait 3000 femmes peut-être, avec des enfants. Il est monté sur une sorte d'estrade, enfin de table. Puis il a fait un discours. Femmes juives, mères juives, donnez vos enfants. Si vous ne donnez pas à vos enfants les petits, demain, il y aura le sperre, c'est-à-dire le couvre-feu. On va prendre, au lieu de prendre 10 000, on prendra 30 000, 40 000. Et c'est la première fois, comme une vague d'une mer déchaînée, j'ai vu des femmes qui criaient « T'es notre assassin, on ne te donnera pas nos enfants ». Et puis ils partaient. Ils sont partis, ils n'ont pas donné des enfants, mais il est vrai, et quelques jours après, il y avait les couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir. Et là, ils ont déporté, effectivement, pratiquement 35 000 juifs vers Chelm, 35 000, dans la cour. Alors, il y avait les Allemands, il y avait la police juive qui était là aussi. Ils venaient dans la cour, on se cachait, plus ou moins. Quelle cachette on pouvait avoir. Et puis, ils couraient dans les étages, attrapaient les gens descendaient dans la cour, et après, ils partaient vers la mort. Ils ne savaient pas. C'est très bizarre. L'homme n'est pas fait pour ça, dans le sens, pas fait pour ça, pas pour mourir. Tout le monde sait qu'il va mourir, mais ce n'est pas demain. On ne s'imagine pas. Et vous, vous êtes caché? Moi, je me suis caché, vous savez, j'habitais dans le quartier avant la guerre déjà. Donc, on avait une sorte de... Il y avait une entrée chez nous, sur une hauteur, je ne sais pas, d'1,20 mètre, une sorte de cachette qu'on avait fait, avec une échelle qu'on avait tirée. Et puis on voyait pas, il n'y avait pas de serrure, on avait bien fait, c'était bien accolé. Par l'intérieur, on a tiré, et puis on se cachait là. On se cachait. Mais il y avait une chose extraordinaire, que j'en veux pas à ces gens-là. Quand il y avait cette fameuse, le 42 en septembre, quand ils passaient dans la cour une fois, deux fois, c'est toujours les mêmes gens qui sortaient, on a enlevé. À un moment donné, ils criaient « Où sont les Feldman ?» Les Feldman se cachent.
j'ai une sœur, parce que mon frère était fusillé à l'âge de 20 ans, en 42. Ma sœur, elle vit en Israël, elle est malade maintenant, elle a vécu en France, mais elle est partie pour la retraite en Israël. Elle avait toujours relativement bonne mine. Alors elle se mettait des papiers rouges pour avoir un peu rouge sur le visage. Elle descendait, la déléguée de la famille Feldman. Donc il ne disait plus rien. Elle était là aussi, elle passait. Bon, mais c'était. Au départ, ça me choquait beaucoup. Comment écrit, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Mais oui, mais si on ne prenait pas les Feldman, on prenait les autres. C'était comme ça. Et les conditions de ghetto, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer parce que c'est. Il n'y avait pas de meurtre. Je me demande encore pourquoi on n'a pas assassiné les gens. Par un morceau de pain, par un peu de soupe. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, comme dans le ghetto de Varsovie, que le corps des morts à l'extérieur dans la cour ou à l'extérieur dans la rue. On ne le sait pas. C'était quand même organisé assez bien. Même l'hiver, le corps était enlevé. Parfois, les gens gardaient le corps un peu plus longtemps pour toucher la ration. Ah oui, ils gardaient 3, 4 jours de plus, puisque ça tombait juste à la fin du mois. Je ne sais pas exactement la date, comment c'était. C'est arrivé des cas comme ça. Pas énormément, mais ça, on peut comprendre pourquoi. À la fin, nous, on attendait, nous, tirer. Les soviétiques n'étaient pas tellement loin. C'était en juillet 1944. En août, ils sont arrêtés devant Varsovie. Ils ont laissé assassiner les Polonais, et puis ils sont restés de l'autre côté de la Vistule. On s'est dit, tiens, c'est la fin, c'est la fin. Les enfants vont se cacher, c'est fini. En un mois, ils ont liquidé tout. Il restait dans le ghetto, à la fin, 58 000 hommes, femmes, enfants. Pas beaucoup d'enfants, mais enfin quelques enfants quand même. C'est là où vous avez été arrêté. Là, j'ai été arrêté. J'étais arrêté avec mes parents. C'est le haut sort de Umschlagplatz, qui était un peu en dehors de la. C'était les ghettos, mais c'est le cimetière juif de Blotch, c'est le plus grand cimetière juif d'Europe. À 1 kilomètre, à peine 1 kilomètre plus loin, il y avait une station qui s'appelait Radogost. Et là-bas partaient les trains. Déjà pour Chełmno, en 1941, en 1942, et pour Auschwitz après. On nous a mis là-bas. Il faisait très chaud. Très chaud, c'était le 23 août. Et là, on les a mis dans le wagon. Et ça me rappelle quelques images des films Shoah. Quand on a roulé toute la nuit, et le lendemain, on était tellement nombreux qu'il y a beaucoup de gens sont morts dans le wagon. On a vu des locomotives avec un Polonais qui était sur des rails pas loin, c'est comme d'ici là-bas, il nous voyait. Alors on demandait en Polonais, est-ce que tu sais où on va? Ah, évidemment, je sais. Vous avez les bijoux, vous avez l'argent, jetez-les. Ça ne vous servira plus rien. Là-bas, vous allez, il faisait comme ça, le geste. C'est dans le film d'ailleurs, de Lanzmann. C'était vrai. Et je me souviens, je suis arrivé, pas à Auschwitz, à Birkenau. C'est l'arrivée de Birkenau. C'était un camp de la mort. Ce n'était pas un camp où il y avait une sélection pour le travail. Les wagons sont arrivés et beaucoup de morts et beaucoup de malades immédiatement sont restés devant le wagon. Je ne sais pas si c'est vrai tous les jours comme ça, mais les Allemands, ils ont fait ce jour-là, ils ont commencé par les femmes, la sélection. Ma sœur, ma mère qui était là. Excusez-moi. Pardon. Oui. Mes parents, ma sœur, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des jeunes gens. Et quand nous sommes arrivés à Birkenau, après un voyage terrible,
Il y avait la sélection ce jour-là, je ne sais pas si c'est vrai tous les jours, à chaque fois. C'était les femmes d'abord. Mon père était beaucoup plus grand que moi. C'était rare pour cette génération, il faisait 1,85 m. Donc il y avait les femmes qui étaient d'abord sélectionnées par le docteur Mengele. J'ai pas eu le temps de voir. Mon père, il a remarqué que ma fille et que ma sœur est partie du côté gauche, qui était encore pour quelque temps à vivre. Et puis une femme, ma mère, qui n'était pas une vieille femme, elle avait 48 ans, hein, du mauvais côté. Et je sentais que je dois retenir mon père. Il s'est tourné vers moi. Il a fait un geste qui n'est pas du tout un geste inodin, parce qu'il a mis la main sur la tête. Ce n'est pas sa nature. S'il était laïque, il n'était pas... Il a mis comme ça la main sur la tête et il m'a dit, écoute mon enfant, ne retiens pas. Ne retiens pas, je vais partir là où ta mère ou ma femme est partie. Je sais où c'est. Toi, mon enfant, essaie de vivre. Essaie. Est-ce que c'est pas tellement important de vivre, en fin de compte? Mais il faut vivre pour être témoin, pour raconter notre malheur. J'ai jamais vu courir mon père. C'est comme ça. Il est parti comme une flèche. Il est parti. C'est quelque chose d'extraordinaire comme il a couru. Et quand j'ai parlé déjà avec vous à un moment donné, c'est des mots qui m'ont poursuivi toute ma vie. Malgré tout, je peux vous dire une chose. Je suis un homme heureux. J'ai choisi la France que j'adore. Je faisais un travail, je gagnais bien ma vie. Je n'aimais pas tellement, mais je gagnais bien ma vie. Je me suis assez cultivé dans différents domaines. J'ai des enfants formidables. Des petits-enfants encore, ne parlons pas. Et des amis, beaucoup d'amis. Je suis militant, mais la chose qui me reste tout de même, c'est les mots que mon père m'a dit. Parle, raconte. Et je raconte. Depuis 1945 que je vis en France, j'étais immédiatement membre de toutes les associations des déportés. Des réunions, des tombolas, des trucs, on n'a pas tout le temps pleuré, il ne faut pas croire. Et les gens, il fallait qu'on commence une vie. J'étais un jeune homme, je ne connaissais pas la langue, je n'avais pas de métier, et il fallait tout commencer. Alors, Mais à Birkenau, comment ça s'est passé pour vous? Ici en France. Non, à Birkenau, quand? À Birkenau, ça se passait bien et mal. Mal d'abord parce qu'on m'a pris tout ce qui m'était cher, et donc je ne voulais pas vivre. Sincèrement, je ne voulais pas vivre, c'est pas parce que je suis héroïque, je fais ça, non, je faisais rien. Quand les gens se battaient encore, quand on passait avec la soupe à Birkenau pour prendre un peu, ben, je restais dans un coin, ça ne m'intéressait pas, des jours et des jours, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas mourir non plus. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Si on me dit, ah là, je ne suis pas monté vers les fils barbelés qui étaient électrifiés. Non, je suis resté là en espérant partir d'ici, quelque part, en Allemagne, travailler. Des sélections, il y avait tout le temps. Et je me souviens, 2 jours après mon arrivée, c'était le dernier transport de Lodz. Et dans le ghetto, je sortais avec une jeune fille que j'aimais beaucoup. Les ghettos, c'était long. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Donc j'étais un jeune homme quand même la faim et la souffrance. Et j'étais amoureux d'une fille formidable d'ailleurs. Et son frère, c'était un copain à moi. Quand j'ai le 3e jour à Auschwitz, quelqu'un qui m'a dit, tu sais, il s'appelait Hauser. Tu sais, Hauser, il est venu, ils sont arrivés. Je pensais qu'ils avaient une bonne cachette, en fin de compte, on les a quand même pris. Donc j'étais le voir. On n'avait pas le droit. C'était dans un autre espace de Birkenau.
La nuit tombait déjà. On m'a attrapé au retour de Capo. Ils m'ont fait entrer dans une baraque qui était vide. Mais il y avait plein de couvertures sur cette hauteur-là. On m'a couché. Il fallait que je compte les coups qu'ils m'ont donnés sur les fesses. 25 coups. J'étais en sang. Hein. Et je ne sais pas de quelle manière j'ai pu revenir dans la baraque où j'étais. Mais une chance aussi, une chance extraordinaire, les chefs de bloc, ce n'étaient pas des gens sympas, généralement. C'est un ancien commissaire de police de Lodz, que je ne connaissais pas, un Polonais. Ils avaient dans la même baraque que nous un petit espace avec une couverture où ils avaient un lit, où ils avaient à manger. Bon, c'est différent que nous. Nous, on dormait par terre, au sol. Quand je suis arrivé, en me traînant par terre comme ça, il est sorti. Tout de suite en gueulant. Il m'a vu dans quel état j'étais, et je lui ai expliqué. Je voulais voir un copain à moi parce que, bon, il m'a fait entrer chez lui. Il m'a soigné. Il m'a donné à boire. Il m'a donné à manger. Il m'a gardé 2 jours séparés, pas pour l'appel. Parce que chaque fois de l'appel, c'était une pénibilité terrible. Hein. On nous réveillait à 5 heures du matin. L'appel dirait, je ne sais pas, 3 heures, 4 heures. Parce qu'à chaque fois, ça ne collait pas. Tant, il comptait. Non, ça collait, mais il ne voulait pas. Il y a 390. Non, il y a 387. Allez, recommencer. Restez encore. Je ne suis pas sorti de 2 jours qui m'ont donné un peu de force de recommencer. Et je me suis inscrit pour tout, parce qu'il y avait à chaque fois des commissions pour travailler. Dans les mines, chez les paysans. Je me suis inscrit pour tout, partout. Sortir. Et 2 semaines passées, et je n'ai pas une chance de sortir. Je suis resté quand même 7 semaines et 2 jours. Un jour, je vois une queue énorme dans un baraquement. Et je vois un copain à moi, il me dit, écoutez, il y a un gars qui est arrivé en civil, il porte un chapeau avec une plume dans son chapeau. C'est pour partir en Allemagne, dans une usine pour travailler. Mets-toi là, il dit. Je me mets, c'est un gars m'entoure, j'arrive, je me déshabille. J'étais pas aussi mauvais que les autres, c'est-à-dire du point de vue physique. Hein. J'étais pas bien beau, hein. J'ai dit peser peut-être 40 kilos, mais pas. Il y a des gars qui pesaient déjà beaucoup moins. Ils posaient des questions techniques. C'était un travail très spécifique. Je ne savais pas. Je ne veux pas répondre. Raus, sortez. Je suis sorti, mon copain, justement, lui, il avait fait une école, il était un peu plus âgé que moi, une école de technologie, je ne sais pas quoi. Bon, il avait fait une école de ça. Pas exactement le même métier que les Allemands voulaient, mais enfin, bon. Il m'a dit, écoute, j'ai écouté plusieurs fois, il pose la même question à tout le monde. Je vais te dire quoi? Tu dis ça. Donc j'ai répété, ça restait dans la tête, tellement la peur au ventre qu'il n'était pas obligé de rien oublier. Je suis passé une 2e fois et j'étais accepté. On nous a mis à Auschwitz, de Birkenau à Auschwitz. On nous a mis des uniformes tout neufs. On nous a donné une vraie douche avec une chemise. On n'avait pas de chemise avant, avec un caleçon. On est resté 3 jours dans les baraques et puis on est parti loin en Allemagne. Par le train? Dans une ville qui s'appelle Braunschweig. Et moi, j'étais des commandos, c'était un commando de 365 garçons. On était à 20 km, un petit patelin qui s'appelle Wechelde. On nous amène dans ce patelin, une usine, avec des machines énormes. Ils appellent ça fabriquer de Naben. Naben, c'est la partie basse, et des chars et de gros autocars. Nous sommes restés 1 jour ou 2 avant de travailler. Après, on rentre travailler. Il n'y avait pas de baraque à part. C'était une usine qui appartenait à un juif avant.
Je l'ai vu il y a quelques mois, j'étais là. J'étais invité par la ville. Donc, il y avait l'usine, une cour, et puis une aile de l'usine qui était là. Et là, on allait les déporter, les 365 garçons. On nous amène à la fabrique pour travailler. Appel le matin, à 5 h du matin. On rentre dans l'usine, à 7 h moins quart, on rentre dans l'usine. On se met devant la machine là, das. On ne sait rien. Personne ne sait faire quelque chose. Personne. On s'est dit, notre tête, c'est pas possible qu'ils nous renvoient. C'est pas possible. C'est trop loin, ils n'ont pas le train, ils n'ont pas... Bah, vous savez, ils ne nous ont pas renvoyés. Et puis cette volonté d'apprendre, on apprend vite. Quand on a peur au ventre de ne pas retourner dans cet enfer, ce n'était pas un camp de la mort où j'étais là, de quelques mois. C'était un camp très dur. Manger très peu. On était sale, on n'a pas changé de chemise, ni de caleçon, quelques mois. Pour se laver, il y avait quelques points d'eau froide, glacée, c'était l'hiver. Je me souviens, moi je me réveillais, je n'avais pas de montre, hein. J'aime bien dormir le matin, hein, bien, mais à l'époque pas du tout. Et il fallait être à 5 h déjà à l'appel, je me réveillais moi à 4 h. Pour descendre, me laver le corps torse nu, avec l'eau glacée. J'étais fou, j'étais complètement fou pour le faire. Mais il y en avait chez nous un qui était médecin, un médecin allemand, un juif. Il dit, il faut faire ça. Autrement, vous ne résisterez pas, il faut faire ça. On n'avait pas de savon. On avait des mains grasseuses, c'était pas... Bon. Je suis resté là-bas avec un Allemand qui m'a appris le métier. C'était une gueule cassée. Il lui manquait cette partie-là de la guerre de 14-18. Il ne me pitoyait pas. Il m'a dit, vous tout de suite, qui était rare, quand un homme dit ça. Mais il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas demandé rien. D'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait. Marzida. Il m'a appris le métier, j'ai vite appris. Très vite appris. Vous avez fait marcher l'usine. Hein? Ensemble, vous avez fait marcher l'usine. Oui, une usine énorme. Énorme. On travaillait jour et nuit, parce qu'il y avait deux... Après 2 mois, il m'adresse la parole la première fois, l'allemand, en dehors du métier qu'il m'a appris. Il a vu que je suis un bon ouvrier. D'où viens-tu? Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas dire le mot Auschwitz. Je n'osais pas le dire, ce mot Auschwitz. Je ne pouvais pas. J'étais en Pologne, j'étais dans ma ville de Lodz. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Je suis là parce que je suis mal né. Je suis né juif. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais je dis, j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Seulement, comme je vous ai expliqué. Il n'a pas répondu. 2 jours après, il y avait à côté de la machine, comme un petit atelier, où il mettait ce petit déjeuner, et puis même le truc pour midi, il apportait tout, parce qu'il partait plus tôt que les autres. Il habitait à 60 km. Avec un vélomoteur, il partait donc plus tôt. Donc, quand il partait, il fermait son truc là. Bon. Après 2 mois et quelques jours, quand il m'avait parlé d'où je viens, pourquoi je suis là, il a montré qu'il laisse la clé sur cette petite meuble là qui était là à côté. Il n'avait pas le temps de tourner la tête que j'avais déjà ouverte. Et je me souviens comme maintenant, c'était extraordinaire. Hein. Il y avait 6 pruneaux d'argent. J'ai avalé avec tout. Tout. Depuis ce jour, il m'a tous les jours apporté un scheib, c'est-à-dire une petite tartine de pain avec de la margarine. Mais tous les jours. Parce qu'on se demande pourquoi tu es là. Comment? Est-ce que je suis plus beau, je suis intelligent que les autres? Pas du tout. Il y avait chaque fois quelqu'un qui vous donnait un petit bout, un peu la main comme ça.
Vous êtes déjà noyé totalement, vous tombez complètement dans l'eau glacée, quelqu'un qui vous donnait la main comme ça, il vous a sorti comme ça pour quelques secondes. Et c'est ça qui était là. Et cet homme-là, je l'ai revu après Libération aussi. Vous l'avez revu? Oui, je l'ai revu après Libération. J'étais retourné, c'était assez loin parce qu'il est libéré, tout à fait autre chose, c'était très loin. Donc c'est un travail très difficile. Il y a beaucoup de ceux qui sont morts quand même de faim chez nous. Mais ce n'est pas un camp de la mort, pas du tout. Dès le mois de mars, le 15 mars, on sort, l'appel est là, on va travailler normalement. Vous restez dehors, on ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Noël, en mars, on ne travaille pas? Non, on ne travaillait pas. En automne, la ville était bombardée de manière permanente par les Anglais et les Américains. Beaucoup d'Anglais là-bas. On voyait la ville, c'était rouge. On était content, c'est dit qu'on va les bombes sur nous même. On était prêts vraiment à ça, tellement. Non, on est évacué. Où, on ne sait pas. Donc, mon patron, mon ouvrier qui arrive, il voit que je ne rentre pas dans l'usine, il va vers moi. Les SS, c'était des hommes d'un certain âge, c'est-à-dire des hommes qui avaient 45, 48 ans. Ils étaient intégrés de force pour garder des petits cons comme ça. Donc, ce n'était pas d'une méchanceté. Parfois, ils ont fait des petites conneries, mais ils n'ont pas battu, ils n'ont pas... Il est venu vers moi, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on ne sait pas, c'est fini, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Il m'a donné tout son manger qu'il a apporté. On a commencé à marcher de jour et de jour. Après, on nous a mis dans le train. On nous a traînés d'un endroit à l'autre. On était prioritaire sur l'armée. J'ai vu des fois l'armée, les blessés de la Croix-Rouge, les soldats allemands, et nous, on était là, on passait, et ils étaient là, ils sont restés de jour et de jour. On m'a amené dans différents camps. Ouais. Différents camps, Herzberg, Hermann Göringwerk. Et après, on nous amène à Ravensbrück. Ravensbrück, c'est un camp de femmes. Ce n'est pas du tout un camp d'hommes. On arrive à l'intérieur, on nous donne, mais la première fois, mais qu'est-ce qui arrive? On nous donne des colis de la Croix-Rouge. Pas de gros colis, mais des petits colis, mais extraordinaires. Je me souviens, ils avaient des boîtes de poudre en lait. On ne savait même pas ce que ça veut dire. On l'a pris dans la bouche avec la salive. On ne pouvait pas manger parce qu'on était complètement étranglés. Et ils annoncent, vous allez partir en Suède. Il y a un échange avec les soldats allemands. Et quels juifs? Parce qu'il y avait des Polonais, des Ukrainiens, il y avait des Français, quels juifs? Le lendemain, quand on était là-bas, on voit arriver un groupe de femmes dans un état. Mon Dieu, dans quel état? Nous, on ne se voyait pas, mais les femmes, c'était terrible. Hein? Beaucoup. 100, 200, 300 qui passent. J'étais dans le baraque, il y a une petite fenêtre, et je ne sais pas, une femme qui habitait ma cour à moi, elle m'a reconnu, et Dieu sait que j'avais une sale gueule. Hein. Et elle m'a crié, ta sœur, elle est là, avec nous, elle s'appelle Paula. Donc j'avais un espoir que ma sœur est là, peut-être qu'elle partira. Et effectivement, les femmes sont parties en Suède. Les femmes. Ils étaient bombardés par les Américains, par les Anglais, parce que c'était des bateaux allemands. Il y a même une copine à moi qui a perdu une jambe. Elle est médecin maintenant en Israël. Et à Linkalis, elle était dans l'école, dans les classes avec mon frère. Et ma sœur est arrivée en Suède. Et nous, on doit partir. Et les SS, ils font ça pour nous. Mais c'est une folie, c'est pas vrai. On arrive devant la porte de Ravensbrück pour sortir. On va à l'extérieur.
de beaux camions de la Croix-Rouge suédoise avec la couronne, tout blanc, une merveille. Nous, on va rentrer dedans, on va partir en Suède, c'est pas possible. On est devant la porte, il y a un motocycliste qui arrive avec une croix gammée, avec un brassard, qui apporte un papier à l'officier. Stop, on reste. C'était le 15 avril. Vous avez su ce qui s'était passé? Non. Non. C'est pareil, ils ont décidé de c'est fini, les femmes sont parties, c'est fini là. Donc on nous a entraînés le lendemain dans un camp à Mecklembourg. Mecklembourg, c'est le nord-est de l'Allemagne. Un camp qui était en construction. Ils pensaient encore avoir pour 1000 ans de camp. Il n'y avait pas de toit sur la baraque, il n'y avait rien au sol que du sable à l'intérieur, et surtout, il n'y avait pas à manger du tout. Rien. Il n'y avait pas à manger. Vous étiez combien? Beaucoup. Beaucoup plus, je me suis aperçu après. Entre 3500. Pas que des Juifs, il y avait des Russes qui sont venus avec nous, des Ukrainiens, des Polonais. Pas manger, on peut tenir le coup. Parce qu'on se dit là, le 15, le 16 avril, il faisait très beau. À l'époque, c'était un printemps formidable. On tiendra le coup, c'est pas possible, il va être libéré. On attendait de tirer, on attendait. Il y avait, mais pas boire, c'était très difficile. Il y avait un point d'eau. Puis ils ont, je sais pas, à 300 mètres de tout le baraquement bidon, là, où c'était marqué en allemand que l'eau est empoisonnée, on n'a pas le droit de le boire. Les gens peuvent résister quelques temps pour le manger, mais pour le boire, c'était très difficile. Et je me souviens pas tout de suite. Les gens, ils savaient que peut-être c'est effectivement empoisonné. Hein. Le 5e jour, j'ai vu des copains qui couraient, qui buvaient l'eau. Ils ne revenaient pratiquement plus. Ils sont tombés comme des mouches. Diarrhée, machin, je sais pas quoi. Je suis pas un grand résistant. Je parle physiquement. Hein. Sur le plan intellectuel, j'ai beaucoup résisté dans le ghetto. Hein. Mais le 6e, 7e jour, je crois, j'ai couru quand même vers ce point d'eau. J'ai pris d'eau dans la bouche et je ne l'ai pas avalé. J'ai craché. Puis on a peiné encore jusqu'au 2 mai 1945. C'est l'armée américaine qui nous a libérés. Et c'est une partie de l'Allemagne qui était après la RDA, l'Allemagne de l'Est. Mais là, c'était les soldats américains qui nous ont libérés. Ils sont restés avec nous 3 semaines. Mais vous étiez au courant de ce qui se passait à l'extérieur? Pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup, non. J'étais avec un ami à moi. Il est mort il n'y a pas longtemps. Les gens du cinéma le connaissent bien. Je ne l'ai pas vu à Paris. Je l'ai vu une seule fois à Paris, à 1946. C'est un homme d'une famille très riche, de Pologne. Il est parti en vacances au mois d'août. En 1939, il est resté coincé, il n'a pas pu rentrer, parce qu'il a fait les études en France. Serge Silberman, le producteur Serge Silberman, qui a fait des films avec Buñuel, avec les Japonais, Rack et tout ça. C'est un très grand producteur. Et avec lui, on est libérés, j'étais très proche avec lui. On est parti en Pologne. Après 3 semaines, on est parti en Pologne. On a pris un peu de force. D'abord, on s'est tous rasé la tête. On avait, vous savez, avec des tondeuses, ils ont mis, vous savez, une sorte de... Ils appelaient ça l'autostrade, l'autoroute. Comme ça et comme ça. On avait un peu de cheveux là, un peu de cheveux là, comme ça. Donc, on était chouette. Hein. Alors, on s'est rasé la tête d'abord. On a jeté tous les vêtements. Il y a des gars qui ont gardé quand même, pour la mémoire. Moi, j'ai tout balancé. On a occupé une villa des anciennes SS. On était un groupe de 8 copains, on est resté là-bas. On est resté 3 semaines, on a repris du poids. Ça veut dire que les Américains, ils sont arrivés dans votre camp, les Allemands étaient partis ou comment ça s'est passé? Il y avait des Allemands qui sont restés encore. Ils ont pris pas mal d'Allemands.
je ne me suis pas rendu compte, moi, que le camp était aussi terrible. Il fallait que j'attende pratiquement 50 ans. Je vais vous dire une petite chose. On aime beaucoup le théâtre. Moi, ma femme, j'ai une belle sœur, mon beau-frère qui habite en Auvergne, clairement. Donc chaque année, on va en Avignon. Un jour, puis on n'était pas à Avignon même, on était pour voir, mais on était à Saint-Rémy, enfin, c'est les auteurs. Et moi, généralement, je parlais avec les gens, j'aime pas. Puis on se couchait tard, vers midi, je sortais, et il y avait un couple magnifique. La femme était allongée, pas allongée, elle était pratiquement assise comme ça, et un monsieur avec une belle tête, des cheveux blancs, il était couché avec la tête sur ses cuisses comme ça. Puis elle mettait des produits sur lui comme ça, elle caressait. Moi j'arrive, de quoi je me mêle? Je dis, quelle chance. Alors il se redresse légèrement, il dit, j'ai le droit. Je dis, écoute, vous avez le droit, il n'y a pas de problème, c'est sûr, vous savez, on a tous droit à l'amour, c'est magnifique, c'est très beau. Je suis né 2 fois. Oh là là, je dis, moi aussi. Là, il se redresse totalement. Il me regarde, t'étais déporté? Je dis, oui. Alors, t'étais libéré quand? Je dis, moi, je l'ai libéré le 2 mai. Il dit, moi aussi. On était dans le même camp. Il était vice-ministre de la Défense de Belgique. Et il me raconte une histoire comme ça. Il est parti le jour même, c'est pour ça qu'il m'a envoyé des lettres extraordinaires, des photos surtout. Il dit, dans sa fonction, il avait affaire avec toutes les ambassades, et un jour, il y avait un attaché militaire américain qui dit, oui, je savais que vous étiez ancien déporté. C'est mon père, il a libéré un camp, je ne sais pas si vous le connaissez, un camp tout petit, il s'appelait Veblin, Ludwigslust. Il m'a acheté là-bas, lui. J'étais déporté là-bas, je l'ai libéré là-bas. Mon père, il a pris des photos. Et puis, il a même numéroté. L'arrivée des soldats, les premiers morts qu'on a vus, comment étaient les baraques. Il dit, j'ai des photos extraordinaires. Je vais te l'envoyer. Il m'a envoyé avec des lettres, vraiment, une sorte de fratrie. C'est extraordinaire, ça se fait. J'ai des photos terribles. Je me suis rendu compte, après les photos, je me suis rendu compte. Je savais dans quelle situation on se trouvait, mais ces photos-là m'ont remis dans un monde complètement 30 années après. Hein, Mais les Américains, quand ils vous ont libéré, ils ne se sont pas occupés de vous davantage? Beaucoup. Pas du tout. Ils s'occupaient énormément. Ah là, ça, on ne peut pas dire ça de l'Armée rouge. Hein. Je suis désolé de dire ça pour ceux qui étaient libérés, que ceux qui étaient communisantes à l'époque. Ils ont tout fait. Ils ont immédiatement mis des sortes de lazarettes, qu'ils appelaient ça les hôpitaux. Les premiers pénicillines qu'ils ont utilisés, c'était pour les déporter. Pour l'armée américaine, évidemment, mais pour les déporter aussi. Mais malheureusement, il y avait des cas où on ne pouvait pas, avec les meilleurs trucs, il y a des gars qui sont morts. Moi, je me souviens, quand, le jour de la libération, on marchait sur des morts, Il y a quelqu'un qui était là, qui m'interpelle, je pensais qu'il était mort, quelqu'un qui m'interpelle. Par mon prénom, de Pologne, Mendel. Tu ne me reconnais pas? Je suis Herb, c'est un garçon qui est un religieux de la cour, avec des paillotes comme ça. Moi, j'étais très libre. Je me baisse vers lui. Il me prend comme ça avec une main maigre. Il me tient, il me dit, écoute, moi, je sais que je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Mais ce n'est pas important. J'ai vu la libération. Et lui, il me répète les mêmes mots que mon père. Toi, tu es là, tu vas vivre et tu vas raconter. Donc, si vous voulez, j'avais un double message à transmettre par mon père et par ces garçons qui étaient de ma cour à moi, qui est mort dans nos bras à nous, et, ils n'ont pas pu le sauver, il est mort. Et puis il a dit, voilà, tu restes là, tu vas vivre, parle, raconte. Je suis parti en Pologne, j'ai rien retrouvé. Rien.
Je suis resté quand même quelques temps en Pologne. J'étais socialiste, le Bund existait encore. Bon. Et après, j'ai décidé, non, je quitte la Pologne. Je suis reparti par la Tchécoslovaquie, l'Allemagne. Et je suis parti, le parti m'a amené, le parti Bund m'a amené en Belgique, à Bruxelles. Je suis resté à Bruxelles pratiquement 3 mois. J'ai appris le flamand là-bas. Pas le français, le flamand. J'avais les papiers, les documents pour partir aux États-Unis, que le parti m'avait fait. Mais je me suis souvenu que j'avais un oncle en France avant la guerre, un frère à ma mère. Et puis, il habitait Ritorini. Ritorini, d'écrire pour moi, pour un Polonais, les TH, les G, les Y, c'était très difficile, mais je ne me suis pas gouré. J'ai envoyé une lettre. Cette rue de Torini, et j'ai reçu une réponse, en yiddish. Il a survécu, il était à Toulouse. Ses 2 enfants, c'est les garçons de mon âge, étaient résistants de la région de Toulouse, avec une jeune fille. Ah. Lui, s'était caché, il avait réussi à... Ils sont partis immédiatement. Ma tante, dès que les Allemands sont rentrés le premier jour à Paris, elle dit, elle ne reste pas à Paris. Ils sont partis immédiatement vers Toulouse. Et là-bas, lui était avec sa femme cachée, et les enfants, les garçons, la petite fille, la petite jeune est rentrée dans un couvent. Elle a fait des études là-bas. Et les garçons étaient des résistants très actifs, des communistes, de la Moï, des trucs comme ça. Donc, je suis arrivé ici avec voir mon oncle. Et dans ma mémoire, dans le subconscient, la France était importante. La Révolution française, les écrivains. Parce que tous les grands écrivains étaient traduits en yiddish et puis en polonais. Moi, je connaissais tous les œuvres de Zola, tous les œuvres de Balzac, tous les œuvres de tous les grands écrivains, Maupassant, tout. Donc, c'était un rêve, Paris. Pas Paris. Mais quand je suis arrivé de Bruxelles à Paris, Paris était une ville noire. Après la Libération, il n'y avait rien. J'étais encore en J3, en dédicace supérieure, spéciale, pour toucher quelque chose. Parce qu'on ne pouvait pas acheter un morceau de pain sans ticket, hein, il fallait avoir. À Bruxelles, il y avait tout. Tout. Du chocolat, de la viande, partout, sans ticket, il n'y avait pas. Parce qu'ils ont accepté immédiatement la présence des Américains. Et de Gaulle, pas tellement, vous savez déjà. Donc, malgré tout, j'ai dit, l'Amérique, ça sera pour moi ici. Je suis resté. Je suis resté parce que la France m'a tout donné. Je me suis marié très jeune, hein, je me suis marié je vais vous dire à quelle année, vous serez étonné, hein, en 1947, je me suis marié. Ça fait longtemps. Hein. J'ai une femme extraordinaire. Une femme qui était cachée, un enfant caché, elle était dans la Lozère cachée. Et elle était belle, c'était la plus belle que je connaissais autour de moi. Elle est encore belle maintenant quand même. Je ne suis pas une jeune fille, mais enfin bon. J'ai travaillé, mon beau-père, qui est revenu de déportation, il était tricoteur de métier. Il m'a appris le métier. J'ai travaillé à façon pour les autres. C'était à quel endroit? C'était en 48, 49. À Paris? À Paris, oui. Je me suis marié à 47, j'avais un appartement magnifique. Les copains ne comprenaient pas. Mon beau-père a loué un appartement chez 2 orphelins. Excusez-moi, arrêtez parce que je peux boire quelque chose. Là. Vous avez appris un métier alors en arrivant en France? En arrivant, oui. En arrivant, je n'ai pas appris immédiatement ça. J'ai appris, vous savez, il fallait vivre. Je voulais faire des études. Je crois que j'étais assez doué pour, mais je connaissais ni la langue, je n'avais pas assez de diplôme, même de Pologne. J'étais l'équivalent du 3e que j'avais fini.
Et donc j'ai demandé à mon oncle, il venait de rentrer, il a commencé à travailler à peine, et j'ai demandé à mon oncle, est-ce que tu ne pourras pas m'aider, je voudrais faire des études. Il me regardait comme si j'étais... Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, il faudrait commencer une vie, il faut travailler comme tout le monde, regarde, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je l'adorais, j'ai beaucoup aimé mon oncle, ma tante et mes cousins. Donc j'ai compris que c'est normal de leur part. Il y avait beaucoup de journaux yiddish à l'époque, à Paris. Des communistes, des sionistes, des socialistes, des bons, il y avait pas mal. De quotidiens, hein. De chaque quotidien, il y avait une dernière page, on cherchait les ouvriers. J'ai acheté, je ne me souviens pas quel journal, c'est marqué à Boulevard Beaumarchais, je cherche la taille, apprenti tailleur. C'est juste pour moi. Je ne connaissais rien à tailleur, mon père mais j'ai la présence, je me souviens, un monsieur Arrouquin qui était là. Pas vieux, il a dû avoir 35, 36 ans, enfin presque le double de moi là. Il me dit, tu sais travailler? Je ne sais pas, je ne voulais pas dire oui, je ne voulais pas dire non, mais il me dit, mets-toi à la machine. Puis la machine, je ne savais pas. Mais il était très sympa. Il m'a gardé quand même, il a compris. Tu te porter, tu veux travailler, c'est bien. Donc j'ai appris, et ça ne me plaisait pas. Je dis, je ne vais pas commencer le métier de mon père, c'est pas vrai. C'est pas pour ça, j'ai survécu pour... je dois faire autre chose. Et quand je suis arrivé à Paris, je me souviens, je suis monté au parti du Bund. C'était à l'époque, c'était 110 rue du Temple. Il y avait un camarade qui était un intellectuel, il est venu me faire des papiers à la préfecture. C'était très long. Il fallait attendre des heures et des heures pour le faire. Alors, quand j'ai eu le premier papier pour 3 mois de séjour à Paris, en France, il m'a dit, tu sais, puisque tu vas travailler, t'achètes Le Monde. Je ne sais pas. T'achètes Le Monde, et c'est comme ça que tu apprendras à parler, à écrire, à réfléchir. Je l'écoutais. J'ai acheté Le Monde le lendemain. Et j'ai jamais arrêté. Et Dieu sait que je ne suis pas content du Monde dernier moment. Pas bon, mais je suis même dans les sociétés lecteurs. Alors donc, je donne de l'argent. Je ne suis pas abonné. J'étais abonné seulement quelques mois parce que c'était mon anniversaire. Donc mes enfants m'ont abonné pour 2 mois. Bon, mais moi, j'achète tous les jours. Mais pour vous dire la démarche, comment elle était faite par Le Monde. Vous avez appris la langue française dans Le Monde? Comme ça, puis avec ma femme, avec des femmes. Je travaillais dans les ateliers avant de connaître ma femme. Je travaillais dans les ateliers de tailleur quand même. Hein, et il y avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris aussi la langue. Beaucoup de femmes, des femmes très sympas. Des noms juifs d'ailleurs. Et je crois à travers les femmes, à travers le monde, que la langue me rentrait dans la tête. J'ai des grands lecteurs toujours. Je suis grand lecteur des livres, des journaux, des magazines. Donc, bon. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal, hein, pour ceux qui n'ont pas fait de grandes études supérieures. Et immédiatement, Paris, pour moi, c'était... Je me souviens des années plus tard, quand j'ai beaucoup voyagé, hein, avec ma femme, avec les enfants, même plus tard sans les enfants. En Amérique, en Australie, j'ai beaucoup d'amis. Les pays qui sont restés sont éparpillés. En Israël, dans tous les pays du monde, en Amérique latine. Il y avait toujours un problème avec la France. Ils ne comprenaient pas la politique. Et moi, quel que soit le pouvoir, je suis un homme de gauche, mais quel que soit le pouvoir en France, j'ai toujours défendu la France. Toujours. Alors, ils ne comprenaient pas. Ils m'appelaient avec un mot presque péjoratif, Franek, c'est-à-dire t'es un vrai Franek, t'es un vrai France, t'es un vrai Français, t'es plus juif, t'es plus... C'est pas vrai, parce que j'ai expliqué, j'étais il n'y a pas longtemps, vous savez, là, au mois de fin avril, début mai, j'étais invité en Allemagne, à Braunschweig, par la ville de Braunschweig. Ils ont payé le voyage, l'hôtel, le restaurant. On est resté 5 jours à parler avec des étudiants. Moi, avec mon ami Weisblatt,
On a passé au moins, je ne vais pas dire beaucoup, mais au moins 500 étudiants que j'ai vus à part. Il y a un grand mec qui était 1m90, je ne sais pas quel âge qu'il avait. Il était déjà au-delà, il avait déjà le bac, c'était une classe de Hochschule, c'était l'université. On a parlé, je racontais ma vie, très attentif. Ils avaient tous des questions très pertinentes. Le comment, le pourquoi. Et il me dit, écoutez, il s'appelle en allemand, mais il y avait une française, enfin un prof d'allemande qui était professeur de français, qui traduisait. Et moi, je comprenais tout, je parlais pas de traduire, mais je ne voulais pas parler en allemand. Est-ce que malgré toutes ces souffrances, les ghettos, les camps, la mort un peu partout, la liquidation de tout un peuple, est-ce que vous êtes un homme heureux? Je dis oui, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Attention, j'ai dit, j'oublie pas mes souffrances. Je ne sais pas de les donner aux autres. Rapidement Pas rapidement. C'est très bizarre parce que je savais, je me suis, quand j'étais libéré, et quand j'étais en Belgique surtout, j'ai essayé d'alerter toutes les organisations juives, organismes juifs qui existaient, les Joint américaines, et tout ça, pour savoir où sont parties les femmes de Ravensbrück. Est-ce qu'ils sont partis réellement vers la Suède? Et j'ai reçu, ça dirait quelques semaines, hein, j'ai reçu une réponse, oui, ils sont partis réellement vers la Suède, mais est-ce que tu as certes dans quelle ville qu'elle est? Elle était dans une petite ville de Rebro. Donc, en fin de compte, ils ont trouvé qu'elle se trouvait à Rebro, elle était infirmière dans un hôpital. Donc, je lui ai envoyé une lettre, surtout avec une photo. Je faisais une photo à Bruxelles. Je ne sais pas comment était faite la photo. On avait je gardais un doigt comme ça, plié. Elle avait l'impression que j'avais perdu un doigt. La première lettre, c'était bon, une folie, que je suis là, je suis vivant, je vais à Bruxelles. T'as perdu un doigt, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais tout faire pour qu'il vienne en France. Pour mon mariage, je voulais absolument qu'elle soit là pour le mariage. Et quand elle sera là, elle restera déjà. Donc j'ai fait des papiers, ce n'était pas facile. Hein. Il fallait avoir déjà quelqu'un qui s'occupait de manière de paperasserie au ministère des Affaires étrangères. Et puis en fin de compte, elle a eu la possibilité de venir. Elle est venue quelques mois avant le mariage. Moi, je me suis marié le 4 octobre. Elle, en 1947, elle est venue en avril 1947. En avril 1947. Le 1947, elle était magnifique. Hier, elle est venue. Et quelques temps après, nous, elle a connu un monsieur, très bien d'ailleurs, puis elle s'est mariée 1 an après moi. C'est en France. Ils sont restés assez longtemps à Paris, après dans le nord de la France. Et quand son mari a pris la retraite, ils avaient une affaire ensemble. Enfin, il est parti en Israël pour voir. Et lui, il était très yidishophone et il était syndicaliste, il connaissait beaucoup de monde. Donc il a retrouvé là-bas quelques amis de son enfance, de sa jeunesse. En rentrant, il dit à sa femme, quand on prendra la retraite, on va partir là-bas. Elle dit non. Moi, j'aime pas la chaleur, j'aime pas le climat, j'aime pas là-bas, je préfère la France, mes enfants sont là, elle a un fils et une fille. J'ai un beau-frère qui est d'une gentillesse extraordinaire, il est vraiment très gentil. Le pauvre, il est tellement malade qu'il serait bien qu'il parte. Il souffre tellement en ce moment. Alors, il est parti un jour, il n'a rien dit à ma soeur, il est parti, il a acheté un appartement. Un joli appartement, très joli, à Natania. Il revient, il dit à ma soeur, il dit, mais tu te fous de partir tout seul, sans moi, hein? Moi je reste ici. Hein? On parle comme ça, le couple, vous savez, alors. Et ma petite nièce, elle était en première année de psycho, elle est partie pour les vacances.
Elle avait déjà l'appartement, était fini, elle est partie là-bas. Elle a connu un jeune homme là-bas, elle s'est mariée là-bas, donc ils sont partis. C'est pas la meilleure chose qu'ils ont fait, ils sont partis, bon, ils sont malades tous les deux. Mais on parlait tout à l'heure hors micro, vous disiez que dès 1940-46, enfin, vous avez commencé à parler de ce qui vous était arrivé, de ce qui était arrivé, etc. À la différence de beaucoup d'hommes et de Oui, femmes immédiatement. Et comme je vous ai dit, d'abord parce que j'étais militant. J'ai parlé beaucoup dans le ghetto, j'étais actif, j'étais enseignant dans les écoles de gendarmerie, j'écoutais la radio et j'étais très actif dans l'activité qu'on pouvait avoir. Et donc il fallait transmettre. Transmettre quoi? Pas seulement notre souffrance, qui était primordiale à l'époque. Pourquoi? Le comment, on ne savait pas, mais le pourquoi. Et quand je suis arrivé en France, j'ai cherché, est-ce qu'il y a des associations d'anciens déportés? J'ai trouvé quelques associations. Il y avait un mouvement qui était très proche des communistes. Je parle des juifs. Hein. Des gens très bien, que je connais bien, ils sont très, très, très sympas, mais ils étaient proches. Puis il y a un autre qui était un peu moins, je préférais. Mais on travaillait ensemble, à un moment donné, ensemble. Immédiatement, quand il y a eu des manifestations, on m'a invité pour parler. Et j'étais aussi membre. Il y avait un mouvement de Bund après la guerre en France. Pas très fort, c'était pas la Pologne, mais il y avait un mouvement. Donc j'étais membre aussi. Et là-bas aussi, pour différentes commémorations. J'ai parlé, j'ai discuté. J'étais même moniteur avec des enfants à un moment donné, quand je suis arrivé à Paris. Donc, tout le temps, j'avais un besoin inné de transmettre et de raconter. C'est très bizarre, je n'avais pas d'haine au cœur. Je ne suis pas un homme haineux. Je ne parle pas contre les César comme ça, mais les Polonais, les autres, les Polonais. Ma femme, elle ne me fait encore de reproches. Je défends les Polonais en tant que nation. Hein. Pourquoi? Quand j'étais enfant, jeune homme, jeune adolescent, il y avait des juifs dans ma ville natale. Il y a un juif qui était seulement, on appelait ça en Pologne, Alphonse, d'un macro. Il y avait quelqu'un qui était un voleur, peut-être aussi, je ne sais pas. Les Polonais ne disaient pas que cet homme-là, c'est un voleur. C'est un mot global, jude, les juifs. Pardon. Je ne peux pas faire la même chose. Des Polonais, il y avait des salauds énormément. Mais il m'est difficile de dire une nation et les salauds. Même quand j'étais en Allemagne plusieurs fois, je vais en Allemagne plusieurs fois aussi pour des conférences, quand je regarde les jeunes gens autour de moi, ils ont un regard tout de même très réel sur leur passé. Hein. La dernière fois, quand j'étais effectivement en Allemagne, dans les écoles là-bas, il y a une jeune fille qui me dit, vous savez, je pense, je ne suis pas très sûr, elle dit, qu'un de mes grands-pères était SS. Peut-être, je ne sais pas. On n'a jamais parlé de ça. S'il a fait du mal, est-ce que je peux lui pardonner ou pas? Je me pose des questions. Il dit, mais une seule chose est sûre. Je vais assumer, en tant qu'Allemande, tout ce que le peuple allemand il a fait. Dans la période brillante de son histoire, de ces grands écrivains, de Goethe, au plus grand, à Kant, à Marx, à tout ce que vous voulez, tous les grands, à Beethoven, à Heine. Mais en même temps,
j'assume aussi la partie noire de notre peuple. Et j'admire. Et je suis toujours avec ceux qui ont souffert. Et j'oublierai jamais. Et j'assume. Et je ne vais pas juger mon grand-père. Mais je l'assume. Je suis une partie de ce peuple allemand qui a pu faire des choses magnifiques, aussi atroces. Donc c'est un langage qui me convient à moi. Ça me convient dans le sens que elle ne peut pas juger son grand-père s'il était là, vraiment, SS. Mais elle assume l'histoire des relations. Et, puis, et surtout, elle comprend très bien les victimes. Nous étions, il y a fin août, du 27 au 31 août, invités par la ville de Łódź. C'était 60 ans de liquidation du ghetto de Łódź, 60 ans. C'est la première fois, je vais souvent en Pologne, hein, c'est la première fois que des gens officiels de qualité, les maires de la ville, a fait des discours. Jusque-là, on a dit les Polonais. Nous étions Polonais. C'est bien, on était citoyens, c'est vrai. On ne parlait pas des Juifs. C'était globalement polonais. Beaucoup de millions polonais. C'est la première fois. En tant d'années. Il est temps, 60 ans après, hein, que le maire de la ville, il a fait des discours magnifiques, d'ailleurs, plusieurs discours. Il a raconté 1000 ans d'histoire juive en Pologne. Les créateurs, les artistes, ceux qui ont fait le travail, les commerçants, les banquiers, ceux qui ont apporté toute la lumière pour la Pologne, 1000 ans d'histoire juive. Et spécialement notre ville à nous, qui était une ville jeune, qui était comme ça. Et puis il a dit des mots comme ça. Il dit, vous savez, j'étais plusieurs fois à Jérusalem. À Jérusalem, il y a le Yad Vashem. C'est le nom de juste. Il dit, le plus grand nombre, c'est les Polonais. Il y a 2500 noms polonais qui ont sauvé les Juifs. C'est normal, il y a 3 millions et demi de Juifs. Mais il dit, imaginez-vous, il parle de pratiquement comme Luther King. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où je me suis dit, tiens, à Yad Vashem, il n'y aura pas 2500, 50 000 noms de Polonais qui ont sauvé les Juifs, des justes. S'il y avait 50 000, on aurait encore 1 million de Juifs à être maintenant en Pologne. Ça aurait été une merveille. C'est mon rêve à moi. Il a dit, sur cette terre meurtrie, par tant d'années de souffrance, ça aurait été pour moi le plus grand rêve de voir 1 million de Juifs actuellement en Pologne pour être là. Et puis nous, les déportés comme on était là, on était 408 déportés qui étaient là, qui sont venus à Łódź. On a dans un des plus grands parcs de la ville, qui s'appelle le parc des survivants et des miraculeux, le parc qui donnait notre nom, et chacun de nous, il a planté un arbre à son nom, avec un numéro. Que sur cette terre de Pologne, où il y a tant de misère, tel antisémitisme, que les Polonais, maintenant, tard, il n'y a pas de Juifs en Pologne, c'est vrai, mais qui prennent conscience, qui veulent rendre hommage à 1000 ans d'histoire juive, et puis à les quelques survivants, planter des arbres, que les gens, j'étais là, il y a des photos, je plante l'arbre, ça nous a beaucoup touchés, on était très touchés. Vous avez décidé de retourner dans les camps de déportation, à quel moment? Quand est-ce que vous avez franchi ce pas-là? Pas tellement longtemps. D'abord, j'étais la première fois que je suis retourné en Pologne en 67. Pourquoi en 67? Il y avait des grandes délégations de tous les pays du monde. Le gouvernement communiste était à l'époque soviétique, communiste, mais ils ont un pouvoir pour faire des choses, hein, quel que soit le pouvoir. Hein. Ils ont organisé des manifestations extraordinaires. L'armée, les officiels, le président de la République, les présidents du Conseil. On a fait les grands monuments à Auschwitz-Birkenau avec 25 plaques au sol, dans 25 langues différentes, de toutes les nations qui ont passé par Birkenau, Auschwitz. Donc je suis parti en délégation importante de France. La première fois que je suis parti en Pologne, en 67.
Je n'ai pas retrouvé mes marques. J'étais à Auschwitz, j'étais à Treblinka, j'étais à différents endroits dans ma ville natale. Dans ma ville natale, dans le quartier où j'habitais, il n'y avait plus rien. Mais c'est pas grave ça. Parce que c'était un quartier qui était moche, qui était vieux. Ils ont tout rasé. La seule maison qui était debout, c'était la mienne. Dans la cour, il y avait 6, mais la seule qui restait, avec les balcons cassés, il restait les mêmes balcons cassés, que j'ai retrouvés en 67. Je n'ai plus retrouvé plus tard. Donc, à partir de 70, il commence à y avoir des délégations qui partaient vers Auschwitz, avec des écoliers, 71, 72. Donc, on m'a sollicité. Le CNJC, c'est le mémorial. Donc, ça fait des années que je pars en Pologne, accompagner des enfants, des jeunes, de toutes sortes, juifs et non-juifs. Hein. Il y avait, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait un groupe, j'étais pas moi, un groupe important de 3 religions. Et, il y a quelques mois de ça, il y avait des chrétiens, des juifs et des musulmans. C'est une chose qui était très importante. Dans les situations actuelles avec Israël et la Palestine, il y avait un gros problème. Est-ce qu'ils viennent voir les musulmans ou pas? Une grande délégation qui est venue. Nous avons invité, parce que je suis membre d'un local qui s'appelle Cercle Amical, Cercle Méden. Je suis encore au comité là-bas. Maintenant, je vais démissionner. Ça va. Et donc, on a invité un des participants musulmans qui était là-bas, un intellectuel. C'est un garçon qui a fait Sciences Po, il a fait l'ENA. Il s'appelle Mohamed Benzine. On l'a invité chez nous au local. C'est une période assez chaude entre Israël et Palestine. Nous ne sommes pas un mouvement sioniste, nous. On n'est pas anti-israélien, mais on n'est pas un mouvement sioniste. Il est venu chez nous, on a parlé. Il dit, vous savez, il fallait que j'aille à Auschwitz pour comprendre cette volonté, ce besoin de sécurité qu'ont les Israéliens. J'ai regardé, et j'ai vu, et j'ai dit maintenant à tous mes compatriotes, à tous mes amis à moi, intellectuels ou pas intellectuels, musulmans ou chrétiens, allez là-bas pour comprendre. Pas pour tout donner, vous savez, dire qu'Israël fait de merveilles, non, mais pour comprendre cette peur au ventre que les Juifs qui sont là-bas, même après 2 générations qui sont, ou 3 générations qui sont là, dans la libre, cette peur au ventre pour la sécurité, cette folie de la sécurité. Il faut comprendre en visitant ces camps-là. Donc, vous voyez, il y a un langage qu'on peut trouver avec des gens, mais effectivement, il faut passer par là. Il faut passer par là. Et quand on passe là-bas, vous savez, officiellement, il y a des guides polonais, payés par l'État, c'est un musée national. Hein. Donc, nous arrivons, c'est des avions, disons, entre 150 et 170 personnes, c'est partagé en 3 bus. Dans chaque bus, il y a un guide polonais, homme ou femme, et dans chaque bus, il y a aussi un déporté. Pas pour contrebalancer, mais pour dire des choses autres. Ils ne disent pas de mensonges, mais ils ne disent pas toute la vérité. Ils ne la connaissent pas peut-être non plus, mais... Alors, je suis à chaque fois avec des gens qui sont là-bas. Il y avait un groupe de femmes qui sont venues du diocèse de Nantes, très chrétiens. Après, ensuite, ils sont partis en Israël, la Palestine, pour visiter Bethléem, Nazareth, normal. Alors, les gens, ils l'expliquent, la polonaise, parce que c'était une femme, le guide. Nous, on est derrière. Il faut voir les gens après. On ne contredit pas ce qu'ils disent, parce qu'ils disent des choses vraies, hein, mais ils ne disent pas tout. Hein. Il fallait être là-bas pour le savoir, hein, dans chaque baraque, comment c'était, chaque truc, comment était le manger, comment truc. Donc on est là, nous, pour ça. Et on va souvent, pratiquement tout le temps, c'est l'hiver.
Les gens n'arrivent pas à s'imaginer comment on a pu résister avec ces petits uniformes là, rayés, avec une chemise, sans manteau, sans rien. Il y avait quelques exceptions qui avaient des manteaux, c'était des blocs, des machins, des trucs. Il y a un désarroi, il y a une sorte de, je dirais pas pitié, ils n'arrivent pas à comprendre comment on a pu résister. Ils viennent vers nous, des gens que je ne connaissais pas, qui on a parlé, qui viennent qui nous prendre le bras. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment ils nous prennent, vous savez, pour vouloir nous chauffer encore, comme si on avait froid de 50 ans en arrière. Hein? C'est pour ça. Il faut y aller, il faut parler. Et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Et je n'essaie pas d'abrutir parce que je suis un lecteur aussi, j'ai lu des choses pour des trucs comme ça. Et puis je ne faisais pas raconter ça. Et quand j'ai pris la retraite, j'avais une fabrique de tricots. À la fin de ma carrière, hein, tout de même, il y avait aussi un cheminement. Hein. J'avais un magasin en gros, j'avais une fabrique. Pas très grand, je n'étais pas un très grand commerçant. Mais j'ai gagné ma vie, j'ai aucun problème. Quand j'ai pris ma retraite, par hasard, quelqu'un est venu dans le local où j'étais. Là, je m'occupais des gens d'un certain âge. Je n'étais pas jeune, mais pour eux, j'étais très jeune. Ce n'était pas le 3e âge, c'était le 5e âge déjà. Et des petites conférences sur les écrivains, sur les événements dans le pays, en France. Pas parler longtemps, ils ne supportaient pas. Bon. Un jour, j'arrive, il y a une femme qui est en train, avec un caméscope, elle filme des gens. Alors j'arrive là, j'arrive un peu plus tard que les autres. Alors il me dit, ah, c'est le président. Je ne suis pas président, pas du tout. Je m'occupe d'une commission. Elle vient vers moi, elle se présente. Je m'appelle Edith Sebula. J'ai tourné un court-métrage. Je cherche quelqu'un, une tête. Je dis, très bien. On avait une grande bibliothèque à l'époque, la bibliothèque Medem. Donc je l'ai laissé, je suis sorti, voir des copains là-bas à la bibliothèque. Je reviens 1 heure après, elle est toujours là. Elle n'a pas trouvé encore. Je dis, alors, vous n'avez pas encore trouvé? Elle se tourne vers moi. Si, j'ai trouvé, c'est vous. Donc, on a tourné un court-métrage avec, ne croyez pas, qu'avec des comédiens comme moi. Hein. Il y avait Emmanuel DeVos, Laurence Février, Michel Jonas, de comédiens, de vrais comédiens qui étaient là, et nous aussi, on était là. C'est juste des familles, bon. Et après, j'ai tourné de grands films avec Finkel. Et après, jusque-là, j'ai fait 7 films quand même. Hein, des films que j'aime bien. J'aime bien le plateau, j'aime bien les gens autour de moi, les techniciens, on s'occupe de moi. T'es bien, t'as mangé, t'as bien... Bon, c'est magnifique, j'aime bien. C'est pas parce que j'aime me voir tellement sur la toile, mais j'aime bien l'ambiance pendant le travail. J'aime beaucoup ça. Alors, vous voyez, on peut tout, on peut arriver de Pologne et des ghettos et des Auschwitz et devenir comédien en France. Voilà. Si je suis heureux, oui, je suis un homme heureux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.